Bonjour et bienvenue dans le grand décryptage. Bonjour Magali. Bonjour Philippe. Comme prévu, l'État a donc repris la main sur le dossier de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux, on le sait, n'ayant pu trouver un terrain d'entente. Alors un constat, les choses ne traînent pas. Édouard Philippe a indiqué ce matin les pistes à suivre, notamment une baisse des indemnités pour les cadres au chômage, peut-être la mise en place d'un bonus-malus. Les partenaires sociaux sont mis de côté. Question, est-ce le retour d'Emmanuel Macron version 2017 ? On va pouvoir poser cette question à nos éditorialistes. Jean Garrigue qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Arlette Chabot évidemment est avec nous. Bonjour Arlette. Ainsi que François-Xavier Pietri. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Et notre invité Bernard Vivier aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Alors les partenaires sociaux n'y arrivent pas. Le gouvernement tranche. Point numéro 1, les indemnités des cadres au chômage. Attention, coup de rabot en vue. Les modifications des règles de l'indemnisation du chômage constituent le troisième levier pour transformer notre marché du travail. Il est clair que les règles d'assurance chômage, qui ne protègent pas suffisamment contre la précarité, indemnisent dans le même temps à un niveau dépassant de très loin ce qui existe partout en Europe, et ce alors même que le marché du travail des cadres est au plein emploi. Et Jean Garrigue nous a rejoint. Bonjour, Bonjour. Jean. Alors, est-ce que vous y voyez un effet, je vais dire, gilet jaune, c'est-à-dire on vise les cadres, on va dire plus aisés, 7 700 € par mois. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, Jean Garrigue ? Écoutez, oui, il y a un rapport forcément, mais moi, c'est une question très, très, très compliquée, là encore, qu'on ne peut pas résoudre par des anathèmes ou des polémiques, et c'est ce que je sens qu'on est en train de prendre cette voie, mais c'est vrai que les cadres sont aussi des catégories qui ont beaucoup donné depuis plusieurs années. On peut comprendre la réaction des syndicats de cadres qui se rebellent un tout petit peu, et en même temps, on voit bien qu'on est dans une période de de frénésie redistributive, où les Gilets jaunes demandent à ce qu'il y ait plus de justice fiscale. Donc on est pris en étau, mais comme pour beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la société française, dans une forme de rationalité économique et sociale, et puis une demande sociale qui n'est pas toujours très, très rationnelle, mais qui conduit à des décisions politiques qui vont dans le sens de la vox populi. Alors, c'est très difficile de gérer par rapport à ça. Il y a aussi des choses très concrètes qui montrent que les cadres en France sont moins taxés éventuellement que dans d'autres pays. Les plafonds sont plus élevés. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent se comprendre. Mais je le répète, fondamentalement, le problème, c'est un problème de rationalité économique, de structure, de compréhension de la structure de la société française, et de l'autre côté, d'une demande sociale qu'on a du mal à canaliser. Voilà. Bernard Vivier. Non, le phénomène gilet jaune n'intervient que pour très peu dans ce qui vient d'être annoncé. C'est un projet beaucoup plus profond. Le président de la République, il était encore candidat à la présidence de la République, avait clairement annoncé la couleur. Et si les cadres cotisent beaucoup, il n'est pas anormal qu'ils reçoivent également beaucoup. C'est un système d'assurance. Je cotise et en cas de difficulté, je reçois. Sauf qu'aujourd'hui, nous changeons de mode de fonctionnement, de logique, de pensée. Nous ne sommes plus dans un système assurantiel, nous sommes déjà de fait dans un système étatisé. Ah oui, carrément. Bon, on y reviendra plus tard, parce que ça veut dire mais vous dites déjà. Le modèle de 45, c'est fini. Avant même que le gouvernement... L'assurance chômage a été créée en 1958, dans une période, il y avait 24 000 chômeurs en 1958. Il a fallu attendre 1973 pour arriver à 1 million de chômeurs. Aujourd'hui, 1 million, on serait... Oui. Ne prenons Aussi, pas mal mon propos, on serait heureux d'avoir que 1 million de chômeurs. Bien. Donc, nous avons besoin de faire accéder à l'assurance chômage des nombres importants de travailleurs et pas uniquement salariés. Le monde du travail évolue, les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, et la logique d'Emmanuel Macron est là, c'est-à-dire donner davantage de protection sociale à des personnes pour qu'elles puissent entrer, sortir du marché du travail, et que le marché du travail soit plus réactif. Problème, le système il a été mis en place par les salariés du privé,
et pas par les travailleurs indépendants, pas pour des démissionnaires. Donc, si on l'ouvre, eh bien, on va passer, c'est ce qu'on est en train de faire, du système de la cotisation, basé sur le salaire, à la CSG, c'est déjà en route, et finalement à l'impôt. Aujourd'hui, l'UNEDIC n'est plus que l'ombre d'elle-même. Oui. François-Xavier. Il faut revenir sur on l'a un peu oublié, le calendrier de tout ça. Point de départ, c'est Emmanuel Macron en campagne, Emmanuel Macron président, qui nous dit « je vais mettre en place une loi travail, je vais donner plus de flexibilité aux entreprises, je vais faciliter les licenciements ». Ça, c'est l'aspect flex. En face de ça, je mets de la sécurité. La sécurité, c'est quoi ? Plus d'indemnités pour les démissionnaires. Bon, alors là, on peut en discuter d'ailleurs, parce que finalement, ça a été beaucoup moins ambitieux que ce qui était annoncé dans la campagne. Mais il y a cet aspect-là. On ouvre l'indemnité chômage, effectivement, aux indépendants. Puis à côté de ça, il y a, messieurs chefs d'entreprise, je vous ai donné de la flexibilité. En contrepartie, je vais aller vous chercher, il me faut de la contrepartie. La contrepartie, c'est quoi ? C'est les bonus-malus. Pourquoi est-ce que le président a remis ça sur la table cet été, l'été dernier ? C'était réglé l'affaire, c'était négocié, c'était discuté. A remis ça sur la table pour, en fait, et pourquoi est-ce que le président a fixé, dans les lettres de cadrage des niveaux aussi élevés ? C'est pour en arriver en réalité à ce qui avait été posé dès la campagne, c'est-à-dire je reprends d'une certaine façon à ma main la gestion de l'UNEDIC, même si on n'en est pas là et si on n'y arrivera probablement pas là, mais on n'en est pas loin. On revient aux fondamentaux, Arlette, à 2016-2017, on retrouve la campagne, Emmanuel Macron, nouveau président. Oui, je pense qu'effectivement, c'est ça, c'est retour à ce qu'il avait dit pendant la campagne. Parce que vous disiez tout à l'heure, gilet jaune. Je n'ai pas entendu un gilet jaune dire le système d'assurance chômage est trop généreux à l'égard des cadres, c'est insupportable. Voilà, c'est pas vrai. Personne ne l'a entendu, personne ne l'a dit. Je pense que ceux qui peuvent être éventuellement sur les ronds-points, qui peuvent avoir rejoint les gilets jaunes, c'est plutôt s'interroger sur le fonctionnement de quelque chose qui coûte cher, c'est Pôle emploi, et l'efficacité de Pôle emploi. C'est sûrement ça qui les intéresse davantage et la manière dont ils peuvent retrouver le chemin de l'activité et pas, effectivement, encore une fois, une mesure de justice sociale au travers de la baisse de l'indemnisation des cadres, puisqu'effectivement, c'est un régime assurantiel. Donc ce que vont dire les cadres, c'est effectivement, puisqu'on touchera moins au bout du compte, on cotisera moins, évidemment. Donc ce qu'il faut revoir, c'est effectivement, dans le cadre de la campagne électorale, les visions d'Emmanuel Macron. Le paritarisme, c'est pas son truc. Comme les conférences sociales, c'est pas non plus son truc. Ce qu'il a vu, disait-on, à l'Élysée quand il était secrétaire général adjoint. Donc voilà, mais à mon avis, rien à voir avec les gilets jaunes. Mais s'il y avait une baisse d'indemnisation des cadres, est-ce que ça ferait des économies ? Non, mais justement, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, ce qui est proposé là, c'est-à-dire le plafond de 7 700 € brut, en fait, les cadres au chômage touchent 6 600, je crois. Donc c'est pas tout à fait... c'est le réduire assez fortement. On parle d'un montant qui serait en dessous de 5 000 €, 4 800 €. Voilà, mais ça n'est pas encore tranché. L'économie de ça, ce que ça rapporte par an, c'est 285 millions d'euros. L'objectif fixé par le gouvernement, c'est plus d'1 milliard. On est à peine au quart du chemin. Où est-ce qu'on va trouver le reste ? Est-ce qu'il faut baisser les allocations des autres chômeurs ? Est-ce qu'il faut introduire la dégressivité ? Est-ce qu'il faut aller voir un peu ce qui se passe du côté des intermittents, que personne, évidemment, n'approche parce que c'est dangereux ? À un moment donné, les autres sources d'économie, il va falloir... C'est les non-dits des déclarations d'Édouard Philippe aujourd'hui. Il n'en a absolument pas parlé. Je veux dire, où on va trouver les 750 millions qui restent ? Vous parliez des intermittents hier. Ça, le mot n'a pas été lâché. Pas du tout. C'est 1% des inscrits, 20% du déficit. Non, mais alors quand on regarde, c'est ce que pour revenir, chiffres pour avoir en tête. Voilà, c'est en gros aujourd'hui quand vous avez le côté assurantiel et bénéficiaire. Ce que je cotise et ce que j'ai en face, c'est bénéficiaire. Ce qui coûte de l'argent à l'assurance chômage, c'est Pôle emploi, la contribution que donnent les cotisations pour Pôle emploi, environ 2 milliards sur les 3,5 milliards que coûte Pôle emploi, et c'est un petit milliard pour les intermittents. Si vous enlevez ces deux éléments, le système est bénéficiaire. Jean Garry. Oui, ce que je voulais dire, c'est en même temps, d'un point de vue plus politique, ce que ça montre, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu un échec des négociations paritaires, en tout cas de l'UNEDIC, entre patronat et syndicats. C'est-à-dire qu'une fois de plus, une incapacité à produire
du politique, ou pour dire du social, en l'occurrence de la politique sociale, par la négociation, par la concertation de ces fameux corps intermédiaires dont on parle aujourd'hui. Vous voyez, et c'est pour ça que Macron a repris la main, et avec des propositions qui ne sont pas forcément au goût des partenaires sociaux. J'ai compris que d'un côté le MEDEF était contre le bonus-malus, que les syndicats étaient eux contre la réduction d'1 milliard, d'après ce que j'ai compris là aussi. Donc franchement, on voit à quel point c'est difficile dans cette société française. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est partagé. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion d'échec, parce que d'abord, jusqu'à présent, les partenaires sociaux s'étaient toujours parvenus à trouver un accord. Deux, pardon, mais on avait quand même fixé la barre assez haut, quoi. C'est-à-dire, ça on va revenir, 1 milliard. Ouais. Je veux dire, c'est quand même les conditions de l'échec étaient réunies, on va dire. Bernard Villiers. Oui, il est de bon ton de stigmatiser les corps intermédiaires. Disons, ils ne sont pas capables, ils sont irresponsables, l'argent du paritarisme, c'est pour mettre dans leur poche patronat et syndicats. En fait, nous vivons depuis de longues années dans un système de grande confusion, pour ne pas dire de façon vulgaire, de vrai bordel. C'est-à-dire que le rôle de chacun n'est pas établi. Ailleurs en Europe, il existe très régulièrement des rencontres entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Et sur des sujets importants, le chômage, la formation, l'apprentissage, chacun se met autour de la table et ensuite chacun dit « bon, ça c'est vous qui le ferez ou c'est moi qui le ferai ». L'assurance chômage en France, c'est en façade les partenaires sociaux, dans les faits le gouvernement. Et donc nous avons aujourd'hui l'illustration d'une négociation qui a échoué, mais tout simplement, je reprends les propos de François Aumery, le président de la CFE-CGC, la centrale des cadres, où il dit ceci: si ça a échoué, c'est en très grande partie la faute du gouvernement qui avait dressé un cadre dans lequel il était quasi impossible de trouver un compromis. Et c'est vrai. Mais dans le même temps, les partenaires sociaux ont pendant de longues années accepté que le système d'assurance chômage soit garanti par l'État. Donc aujourd'hui, il y a 3,5 milliards de déficit, mais l'État paye. Il y a toujours maman qui paye ou mamie qui paye. Donc il arrive un moment où mamie dit c'est moi qui vais gérer directement. Emmanuel Macron en a assez de ce dispositif et les partenaires sociaux en sentent aujourd'hui les limites. Problème, c'est que la ligne de responsabilité des uns et des autres n'est pas établie. Et nous avons aujourd'hui une étatisation de la vie sociale. Quand, et François-Xavier Petry vient de le dire, quand l'assurance chômage est gérée au sens strict du terme, par ses administrateurs, patronat et syndicats, c'est rentable. Comme les retraites complémentaires aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une interférence de l'État, que l'État dit vous allez sur 120 000 intermittents du spectacle payer 1 milliard de cotisations alors qu'on ne touche que 300 millions à peu près de cotisations. Quand vous allez dépenser 10% du budget pour Pôle emploi, tout cela n'est pas dans la mission d'origine. Pôle emploi est une grande maison qui n'a pas réussi, qui ne réussit pas, et ce n'est pas en remettant de l'argent dans le dispositif qu'on va effectivement réguler le marché. Donc nous avons, pour me résumer, des corps intermédiaires considérablement affaiblis, pour ne pas dire discrédités, mais qui ne sont pas mis en situation d'exercer leur responsabilité. On parle beaucoup de la légitimité des acteurs, on ne parle pas assez de leur responsabilité. Bon, on va écouter les principaux intéressés, puis on réagira, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réagir. Jean Garrigue a envie de répondre. Vous avez cité son nom, c'est le président de la CGC, donc des cadres, François Aumery. Il était sur LCI à midi. Et Éric Courpotin pour la CFTC. Donc la question du plafonnement, elle est très simple. Si on plafonne l'entrée et la sortie du système, eh bien on enlève de la ressource au régime et donc on génère beaucoup plus de déficit. Si par contre on ne plafonne que les allocations, que pour les seuls cadres, alors à ce moment-là on crée de la discrimination et on enlève au régime son caractère assurantiel. On veut stigmatiser les cadres, les soi-disant hauts salaires, alors que ce n'est pas le cas. Ils rapportent, encore une fois, ils rapportent plus au régime d'assurance chômage par leurs cotisations que ce qu'ils ne coûtent. Bon, il rapporte plus qu'il ne coûte, on en parlait il y a quelques instants. Mais est-ce qu'on remet en cause, si cette mesure allait jusqu'au bout, pour l'instant ça a été évoqué par Édouard Philippe, un système qui a été mis en place en 1958, puis par ricochet, on pourrait se dire, la sécurité sociale, tout ce qui est issu de l'après-Seconde Guerre mondiale, ça pourrait dans les mois ou les années plus tard être impacté. Est-ce qu'on est à un moment charnière là en ce moment ? Là encore, je laisserai la parole aux spécialistes, mais je pense que le risque est quand même minime. Enfin, c'est peut-être une volonté politique.
qui, je le répète, découle quand même d'une certaine responsabilité des partenaires sociaux. Il ne faut pas l'écarter. En effet, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas ces grandes conférences sociales comme ça existe en Allemagne, dans les pays scandinaves, et sans doute que les rôles sont mal attribués, et ça c'est une certitude. Mais je pense aussi qu'il y a une culture, pour avoir un petit peu étudié l'histoire du patronat français, des syndicats français, il y a une culture qui n'est pas suffisamment celle de la négociation, du consensus, pour arriver à des solutions communes. Et donc, très naturellement, c'est toujours l'État jacobin qui, à un moment donné, intervient et impose un peu sa patte. Et il le fait maladroitement, il le fait en ne respectant pas bien, justement, le rôle des uns et des autres. Je pense que vous voyez, les responsabilités sont partagées. Voilà. Vous êtes d'accord, en fait, tous les deux, in fine? Oui, l'État a une vision budgétaire, administrative de l'organisation du marché du travail. C'est dit de façon un peu brutale. Et les partenaires sociaux, c'est vrai, n'ont pas été mis ou ne se sont pas mis, quelle est la part de responsabilité des uns et des autres, dans une situation d'exercer leur responsabilité en transparence, en indépendance, en responsabilité. Le président de la CPME, François Asselin, vient d'énoncer quelques principes aujourd'hui qui sont forts pour inviter patronat et syndicats à une sorte de refondation sociale. Le mot refondation sociale avait été utilisé par Ernest-Antoine Sellière, devenu président du MEDEF en 1998, quand, en réaction à l'initiative du gouvernement de l'époque, Lionel Jospin, avait été installé de façon uniforme, autoritaire et rapide les 35 heures. Et patronat et syndicats s'étaient sentis dépossédés de leur capacité à organiser le marché du travail, à se réguler. Ça avait été une flambée de réaction, mais dans le bon sens du terme, qui avait conduit les partenaires sociaux à se dire mais le marché du travail, parce que nous y sommes, parce que nous en sommes les porteurs, parce que nous embauchons, parce que, pour les employeurs, parce que nous revendiquons pour les salariés, mais tout ça c'est ce même monde, nous voulons l'organiser. Le monde a beaucoup changé. En 1958 comme en 1945, nous avions des systèmes dans une forte croissance où nous pouvions nous permettre des dispositifs très généreux. Aujourd'hui, il est important effectivement que des personnes qui sont sur le bord du chemin soient prises en compte et ne peuvent pas l'être par un système qui est conçu pour les salariés du privé. Je pense à l'assurance chômage. Donc il y a des aménagements à faire. Faut-il pour autant passer de la cotisation à l'impôt, de la gestion des partenaires sociaux par l'État? Attention, le système étatique n'est jamais modèle de performance. Sur un plan politique, si on dit aux Français, dans les mois qui viennent, attention, le système mis en place après la Seconde Guerre mondiale, on va le réformer, on va tout changer. Qu'est-ce qui peut se passer dans le pays? Est-ce qu'on risque de prendre ça comme... Où sont les plus et où sont les moins? Donc avant, d'abord, c'est ça qu'il faut mettre sur la table. Quand on dit réforme en France, les Français ont plutôt toujours le sentiment qu'on va leur annoncer qu'il y aura moins au bout du compte. C'est rarement la perception d'un meilleur fonctionnement. Ça, j'insistais sur Pôle emploi parce que la ministre Muriel Pénicaud a dit ce matin qu'ils allaient réfléchir au fonctionnement de Pôle emploi. C'est vrai que se dire qu'on trouve plus facilement un emploi grâce au Bon Coin que par Pôle emploi, qui coûte quand même très cher, c'est un souci. Donc là, transformation, d'ailleurs c'est la raison, je disais réforme, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Emmanuel Macron n'emploie pas ce mot, mais parle toujours de transformation du système. Ça veut dire qu'on remet tout sur la table et qu'on espère encore une fois que ce sera un mieux. Je crois que la vraie question, mais Bernard Vuret est meilleur que moi pour répondre à la question, c'est que veut faire le président de la République des syndicats? C'est-à-dire qu'au fond, premier temps, mépris, indifférence sur le thème, ils ne représentent rien, ils ne servent à rien, donc je les mets de côté, aucun intérêt. Deuxième temps, on a le sentiment, l'impression que avec les gilets jaunes, retour des corps intermédiaires, comme on le répète inlassablement depuis 3 mois, ils vont pouvoir revenir dans le jeu et on s'aperçoit que rien en fait, puisque toutes les propositions qui sont mises sur la table, notamment par la CFDT, ne sont suivies non seulement d'aucun effet, mais même qu'il n'y a pas de dialogue. Alors, les partenaires sociaux peuvent être reçus à Matignon parce que le Premier ministre donne le sentiment que quand même on peut les écouter de temps en temps, mais rien à l'arrivée. Donc, que veut faire le président de la République? Est-ce qu'il va les utiliser ou est-ce qu'il va considérer qu'il faut d'autres modes de représentation? Est-ce que des citoyens qui participeraient à une réflexion globale sur le social, les réformes sociales, les transformations sociales, des assemblées citoyennes tirées au sort qui seraient consultées sur chaque réforme, c'est peut-être mieux que des organisations syndicales
qui ne sont aujourd'hui, à ses yeux, plus représentatives. C'est ça qu'il faut, sur quoi il faut réfléchir aujourd'hui. Que veut le président de la République ? Quand on voit juste en 2 mots ce qui est organisé là, la concertation, entre guillemets, qui est mise sur la table, elle est avec qui ? Elle est avec les partenaires sociaux, mais le gouvernement a décidé de l'élargir aux associations de chômeurs, à toutes sortes de représentants de la société qui n'ont rien à voir avec les partenaires sociaux. C'est une façon aussi, indirectement, de les diluer. Hein. Moi, je crois que ce serait une très grosse erreur, justement, de minorer et de mettre à l'écart le rôle majeur des partenaires sociaux. C'est vrai, aujourd'hui, c'est 7% des salariés qui sont syndiqués, mais il y a toute une culture derrière. Il y a tout un encadrement, il y a des fidélités, des sociabilités. On en parle beaucoup aujourd'hui, de ces fameuses sociabilités politiques. Et les partenaires sociaux sont incontournables. Et quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé dans la crise qui vient de s'écouler, qui n'est pas terminée d'ailleurs, avec la manière dont Laurent Berger, qui lui, justement, incarne ce syndicat de concertation sur lequel on peut s'appuyer, parce que c'est quand même le syndicat de l'avenir, on va dire. Laurent Berger qui proposait ce contrat social. Et de quelle manière, au fond, on arrive à cette idée de contrat social en filigrane, en tout cas dans une partie de la grande consultation nationale. On voit bien à quel point c'est important d'avoir ce réservoir aussi de réflexion, de prospective qu'il y a dans les syndicats. Et dans tous, d'ailleurs, chacun à leur manière. Ce sont des points de catalysation du partenariat social, du dialogue social dans un pays, particulièrement, je le répète, Laurent Berger. Alors on sait bien que la proximité de la CFDT avec l'ancienne famille socialiste était un élément pour Emmanuel Macron plutôt de mise à l'écart, qu'il n'a pas forcément écouté comme il le fallait. Mais moi, je le répète, quand on a comme ça la chance d'avoir un syndicalisme de proposition, de prospective, je pense qu'il faut l'utiliser et surtout pas le mettre à l'écart. Un mot, sauf si vous voulez réagir là-dessus, mais moi, sur Pôle emploi, parce que vous êtes tombé sur Pôle emploi, mais à bras raccourcis, tous. Alors, c'est vrai, il y a un parallèle, il y a un chiffre qui circule. Alors, vous citiez un site internet où on trouve plus d'emplois que via Pôle emploi. Mais ce qu'il y a, c'est que Pôle emploi, eux aussi, ils forment. Ils arrivent dans leurs locaux, il y a des gens qui savent à peine lire, écrire, qui ne sont pas formés sur ce site. Voilà, j'ai telle qualification, il y a tel emploi, clic, clic, hop, c'est fait. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est comparable ? Enfin, je veux dire, Pôle emploi a des missions que les autres n'ont pas à accomplir. À quoi sert Pôle emploi ? C'est la réunion de 2 institutions. Les ACDIC en 1958 qui versaient l'argent aux chômeurs et l'ANPE qui en 1967 avait été créée pour accompagner les chômeurs en recherche d'emploi. On a dit on pourrait faire une seule structure qui indemnise et qui cherche. On avait 2 tuyaux de 10, on a cru qu'on allait faire un tuyau de 20. Ça fait un tuyau bouché. Voilà. D'accord. Voilà. Donc voilà ce qu'est Pôle emploi aujourd'hui, avec des agents nombreux qui sont de qualité, qui ne sont pas assez nombreux pour le métier. Et donc, quel est le besoin ? Allons aux fondamentaux. Quels sont les outils qu'il faut aujourd'hui pour que les chômeurs soient indemnisés et pour que les chômeurs soient accompagnés avec des personnes de niveaux très différents. Un cadre qui n'a pas perdu professionnellement de son niveau n'a pas besoin d'un gros accompagnement. Quelqu'un qui galère, qui n'a pas eu beaucoup de formation, qui a du mal à s'insérer dans la société, a besoin d'être très accompagné. Et là, les dispositifs privés vont souvent vers des systèmes très rentables immédiatement. Mais il n'y a pas de raison de les écarter. Les agences d'intérim, les sites internet de recherche ont leur utilité et leur efficacité. Donc il y a probablement besoin de recentrer Pôle emploi sur des publics bien ciblés, au lieu de se donner le sentiment que Pôle emploi, c'est encore le grand tout par lequel tout le monde doit passer. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que cela, il y a une vingtaine d'années, il y avait un monopole d'embauche par l'ANPE. Un chef d'entreprise n'avait pas le droit de recruter sans avoir au préalable informé l'ANPE qu'il était en recherche de quelqu'un. Non, en plus, cette fusion de la NPE et des ACDIC, elle est intervenue au pire moment. Elle est intervenue à la veille d'une crise, quand même, où le chômage a littéralement explosé. C'est-à-dire que non seulement il a fallu, à la décharge de Pôle emploi, gérer
la fusion, qui n'était pas simple, avec des personnels complètement différents, avec des missions complètement différentes, avec des façons de fonctionner complètement différentes, des systèmes informatiques complètement différents, etc. Au moment où, en gros, en 10 ans, on s'est retrouvé avec 1 million de chômeurs en plus sur les bras. Donc c'est forcément compliqué pour eux. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une question de recentrage. Aujourd'hui, un agent de Pôle emploi doit pouvoir suivre 300 chômeurs. Mais c'est totalement irréalisable. Ça n'est pas normal. C'est vrai qu'il faudrait qu'il puisse être concentré sur les cas vraiment compliqués, les cas difficiles, et laisser le reste du marché du travail faire son job d'une certaine façon. Donc il y a effectivement un sujet autour de la mission de Pôle emploi. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que le diagnostic est posé, et ça fait des années qu'on n'arrive pas à bouger. Bah, on est en France, François. Ah bah oui. Bon. Allez, restez avec nous. Une petite pause et puis on parlera du bonus-malus. C'est ce qui a aussi retenu l'attention des propos d'Édouard Philippe ce matin. Applaudissons le poulet rôti du dimanche de Guillaume. Les œufs au plat façon tête de bonhomme de Michael. Mais pourquoi t'as fait ça, Michael? Le soufflé d'huître reblochon façon Nadine. T'es la meilleure, Nadine. Les moules de bouchot au kiwi sauce Michel façon Michel. Et la tarte renversée de Claudine. Applaudissons l'audace de ces cuisiniers du dimanche qui soutiennent chaque jour des producteurs et des éleveurs engagés, plus respectueux de l'environnement en choisissant des produits issus de l'une de nos 100 filières responsables. Auchan, et la vie change. Le plus tard possible. On n'a pas le temps d'y penser. On ne sait pas quand on va partir. Quand j'aurai vu grandir mes petits-enfants. Mais on peut choisir PFG pour être bien accompagné. PFG, des formules obsèques à partir de 1 790 €. Élu meilleure enseigne qualité de service. Renseignez-vous au 3123 ou sur pfg.fr. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. Avec Mimi Bio, j'ai perdu 20 kilos. Mimi Bio, c'est le premier programme minceur 100% bio. On vous livre tous vos repas minceurs bio à domicile. Tous nos plats sont préparés en France et la viande est 100% française. En plus, vous êtes suivi par une diététicienne. Vous perdez du poids sainement et durablement. Alors, mangez bio et perdez du poids. C'est satisfait ou remboursé. Alors appelez le 0800 829 829 0800 829 829 ou rendez-vous sur mimibio.fr. mimibio.fr. Grâce à myhéritage.fr, j'ai découvert des histoires passionnantes sur mes ancêtres. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour découvrir votre histoire familiale sur myhéritage.fr. Votre trek s'achèvera au cœur de la forêt de Kaosok, où vous découvrirez la plus grande fleur du monde, la rafflesie. Oh, c'était des vacances de dingue, mes copines elles vont être folles. Attendez encore un peu, hein, vous ne partez que dans un mois. Chez Selectour, nos 4000 conseillers savent de quoi ils parlent. Selectour, ça vous fera des vacances. Ça vous dérange pas si j'appelle mes parents pour les prévenir que je suis bien rentrée? Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil. Et encore moins le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos offres B-Box. Bouygues Télécom. Vous savez comment vous êtes parfois? Un peu trop hésitante, légèrement paresseuse. Surtout, impatiente. Et souvent, vous en faites un peu trop. C'est vrai, vous êtes comme ça parfois. Et alors, nous, on adore. Découvrez Essayez d'abord, payez après et tous nos services. Commandez maintenant sur Zalando. Énergie Leclerc transforme l'électricité en lessive. Passez à Énergie Leclerc et créditez 20% de votre consommation d'électricité en ticket Leclerc. Énergie Leclerc, une énergie nouvelle pour votre pouvoir d'achat. Leclerc. On ne vous promet pas autant de fans déchaînés qu'Adam Levine. Simplement le plein d'énergie pour votre peau. Nouveau Hydra énergétique de L'Oréal Men Expert. Le soin hydratant anti-fatigue au Guarana Stimulant, qui combat 5 signes de fatigue pour une peau rechargée toute la journée. Nouveau Hydra énergétique de L'Oréal Men Expert.
Les dernières technologies Nissan vous ouvrent toutes les voies. Nissan Micra, la citadine high-tech par Nissan. En ce moment, profitez de 3 mois de loyer offert sur les Nissan Micra, Juke, Qashqai et X-Trail. Et c'est la suite du grand décryptage comme prévu. L'État a donc repris la main sur le dossier de l'assurance chômage. Édouard Philippe a indiqué ce matin quelques pistes à suivre, notamment une éventuelle baisse des indemnités pour les cadres au chômage. Alors on s'intéresse dans le grand décryptage. Est-ce le retour d'Emmanuel Macron version 2016-2017 ? Nous sommes à présent avec Michel Bogas. Bonjour, vous êtes le secrétaire confédéral Force ouvrière, vous suivez le dossier de l'assurance chômage. C'est prévu, vous allez être reçu par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Oui, bonjour. Oui, en effet, nous allons être reçus par la ministre du Travail. Il me semble que c'est vendredi matin, donc très rapidement. Bien, écoutez, on va lui dire, notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur les cadres, qu'il n'y a pas lieu de plafonner ou de baisser leur indemnisation. Les cadres représentent à peu près 42% des cotisations à l'UNEDIC pour 7% d'allocataires et pour ceux qui bénéficient des plus hautes indemnisation, c'est-à-dire au-dessus de 6 000 euros, eh bien, ils sont que 700, soit 0,03% de la masse des demandeurs d'emploi. Donc, les économies ainsi réalisées seront tout à fait minimes. C'est plutôt une position dogmatique du gouvernement sur le sujet. Voilà, c'est ce que vous allez dire à la ministre du Travail, qui va recevoir tous les syndicats, et au final, elle vous entendra, elle vous écoutera ? Eh bien, écoutez, c'est le principe de la concertation. J'espère qu'on sera entendu. J'espère qu'on sera entendu sur ce sujet, sur les cadres. J'espère qu'on sera entendu aussi sur le maintien de l'indemnisation en cas d'activité maintenue. Je pense notamment au cas des assistantes maternelles qui peuvent voir leur indemnisation baisser quand elles perdent un contrat de travail. Et c'est aussi, on lui dira que nous sommes très attachés pour les entreprises, parce que ça n'a pas été très clair ce matin dans la conférence de presse du Premier ministre et de Madame Pénicaud, c'est-à-dire que nous sommes très attachés à la mise en place d'un bonus-malus pour lutter contre la précarité et la recrudescence de l'embauche en contrat court dans notre pays. Bon, c'est sur la table, dit le Premier ministre. Est-ce que le paritarisme existe toujours aujourd'hui, d'après vous ? Alors le paritarisme existe toujours. A priori, le Premier ministre a dit qu'il ne remettait pas en cause la gouvernance de l'UNEDIC. Ça veut dire que le paritarisme de gestion va perdurer. Maintenant, le paritarisme tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, bien évidemment, va changer. La formule que j'ai utilisée dernièrement, c'est-à-dire que le gouvernement a inventé en fait le paritarisme d'État. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui définira les conditions dans lesquelles nous devrons exercer nos mandats. On vous sent plutôt calme aujourd'hui, alors qu'on avait interrogé pas mal de syndicats la semaine dernière après la petite phrase d'Emmanuel Macron lâchée jeudi soir. Vous êtes plutôt confiant pour l'avenir ou pas ? Vous n'êtes pas agacé comme les autres la semaine dernière ? Alors, on était agacés. Quand, bien évidemment, on a des interventions comme celle du chef de l'État qui nous traitent par le mépris, bien évidemment, quelque part, nous sommes agacés. Là, ce matin, le Premier ministre et la ministre du Travail ont, me semble-t-il, essayé de poser les choses. Nous aurons des discussions en bilatéral avec eux, en tout cas avec la ministre du Travail, et à ce moment-là, nous pourrons mettre sur la table l'ensemble de nos analyses et de nos revendications que je vous ai précisées précédemment. Est-ce que, selon vous, le gouvernement, en vous donnant une feuille de route, on va dire, assez exigeante pour les négociations, n'avait pas en tête, tout simplement, que ça échoue pour reprendre la main ? Alors peut-être. Alors on avait le choix, on avait une lettre de cadrage que tout le monde a dénoncée, très très contraignante, nous à Force ouvrière les premiers. Effectivement, on nous a proposé avec cette lettre de cadrage de négocier. Nous entrons toujours dans la négociation puisque nous souhaitons pouvoir discuter entre interlocuteurs sociaux des conditions par lesquelles on indemnise les salariés qui perdent malheureusement leur emploi. Cette lettre contraignante n'a pas permis d'aboutir à un accord, on l'a vu par un constat d'échec la semaine dernière. Cela n'empêche pas à aujourd'hui les interlocuteurs sociaux à continuer à discuter entre eux déjà, et puis nous irons avec le gouvernement dans ces réunions pour voir ce qu'il en
en est et quelles sont les réponses précises qu'ils veulent apporter à nos demandes. Moi, ce que je crains, par contre, c'est qu'on soit un peu perdu dans le cadre de cette consultation, puisque quelques 50 réunions sont prévues. Il y aura soit les organisations syndicales, les organisations d'employeurs, mais aussi les parlementaires, les associations de chômeurs, les collectivités, les maires, enfin, une consultation très large qui peut aboutir quand même à quelque chose de très restrictif au bout pour les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire que ceux-ci risquent de voir leur allocation à terme baisser. Merci beaucoup Michel Bogas pour ce point de vue. Bon, ça reprend d'ailleurs ce qu'on a signalé, les syndicats noyés en quelque sorte dans la masse, je vais reprendre le terme mais que vous avez employé, un paritarisme d'État, ça serait effectivement un petit peu nouveau en France tout ça, mais c'était fait sciemment. Est-ce que le gouvernement, on posait la question, représentant des FO, n'a pas mis la barre trop haut pour reprendre la main et imposer son point de vue? D'aucuns le disent. Et je pense que d'aucuns a raison, en effet. Parce que Emmanuel Macron voit patronat et syndicats comme des machines à conserver. Et c'est vrai, le syndicalisme patronal ou de salariés est un système de conservation. Et conservation dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, regardez les panneaux syndicaux, touchez pas nos avantages acquis, à nous. Bon, donc ça c'est le mauvais côté. Mais les organisations syndicales et patronales sont aussi des machines à négocier. Ça a été dit tout à l'heure, le taux de syndicalisation en France des salariés, c'est 7% des salariés. Des employeurs, c'est un peu mieux. Mais 91% des salariés en France sont couverts par une convention collective. Donc patronat et syndicats, ce sont des machines aussi à négocier, c'est-à-dire à réguler, à éviter que le peuple, transformé en foule ardente, aille sur des endroits ou des lieux de circulation où on tourne en rond pour vitupérer contre le monarque, lequel envoie 10 à 15 milliards pour calmer le moment, et puis le peuple dit on a plus gagné par ces actions violentes que par la négociation, ce qui est une erreur. Les 91% de salariés protégés par la négociation, la convention collective, reçoivent bien plus, reçoivent l'assurance chômage, les retraites complémentaires qui comptent par milliards. Ça, ce sont des actions qui sont menées en responsabilité par les syndicats et le patronat. Donc attention, les corps intermédiaires, oui, sont dans un comportement souvent conservateur. Il y a à dépoussiérer, à rendre un lien plus fort entre la cotisation et le service rendu. Mais effacer le rôle de ces corps intermédiaires, c'est inévitablement un jour faire se rencontrer le monarque et la foule. D'accord, donc gilet jaune bis, parce que vous n'avez pas cité le nom, mais on a très bien compris ce à quoi vous faisiez allusion. Je rejoins évidemment tout à fait ce qui vient de te dire, puisque c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On ne peut pas se passer de ces partenaires sociaux. Ils ont d'ailleurs, c'est vrai, des comportements, en France, en général, conservateurs, et une difficulté à la négociation constructive. Ce qui n'empêche pas qu'il y a dans chacun des syndicats, et vous le savez bien mieux que moi, il y a aussi des cellules de prospection, de modernité. Il y a toujours eu dans l'histoire du syndicalisme aussi des modernisateurs, des gens qui ont fait avancer les choses. Il faut rappeler que notre système d'État-providence, il s'est construit aussi en grande partie sur la consultation, sur la concertation avec les syndicats. Donc ce serait une illusion de vouloir d'un coup de baguette magique comme ça, parce que le nouveau monde arrive, se passer de ces intermédiaires qui sont, je le répète, même s'ils ne représentent plus ce qu'ils représentaient il y a une trentaine d'années, qui sont des points de fixation, des catalyseurs obligés. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, et qu'on est en train de retrouver avec aussi les partenaires locaux, les pouvoirs territoriaux, les communes, etc., qui, de la même manière, ont vu leur pouvoir d'autonomie, de responsabilité totalement oublié par le pouvoir, pas seulement par le pouvoir macronien d'ailleurs. Donc tout ça, et c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs dans la petite phrase qu'on a citée d'Emmanuel Macron quand il parlait de démocratie territoriale, démocratie sociale, comme si tout ça était des objets non identifiés aujourd'hui et qui n'avaient plus aucun espoir. Non, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut absolument autonomiser, responsabiliser. Donc moi je pense qu'il faut aller presque dans le sens inverse. Il faut aller au contraire vers une responsabilisation des partenaires sociaux. Mais on n'est pas là, on est totalement dans la logique d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, parce qu'on l'a quand même oublié, ce qui s'est passé dans la réforme de la formation professionnelle.
ça a consisté essentiellement à faire en sorte que le financement de la formation professionnelle ne passe plus par les fameux OPCA, les entreprises de gestion de ces systèmes-là étaient gérées par les partenaires sociaux pour que l'argent soit directement déversé à la Caisse des dépôts et géré par l'URSSAF. Je veux dire, on est clairement dans cette démarche-là, c'est la même démarche. Alors, il n'est pas question aujourd'hui, il ne faut quand même pas non plus, dans les propos du gouvernement, dans les propos de Muriel Pénicaud ou d'Édouard Philippe ce matin, il n'est pas question de reprendre la gestion de l'UNEDIC. Ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas ce qui est mis sur la table aujourd'hui. Mais on sait que c'était quand même quelque chose qui figurait dans le programme d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'objectif, à terme, n'est pas celui-là, on peut effectivement en douter. On dit toujours, on revient à la campagne, c'est-à-dire les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques, tout ça sont des structures conservatrices, au sens quel que soit droite ou gauche, ce soit la CGT, la CFDT. Au fond, ce sont des gens qui défendent les avantages acquis, qui défendent tous les conservatistes. Donc l'idée, c'est de les marginaliser. Et c'est abouti à effectivement Emmanuel Macron face au peuple, en direct. Et finalement, que garde-t-il, que va-t-il conserver de l'enseignement des Gilets jaunes, de la séquence Gilets jaunes? C'est pas sûr qu'ils remettent ce qu'on disait, pas beaucoup les corps intermédiaires en avant, et qu'ils, contrairement à ce qu'on imaginait, qu'ils les remettent en scène ou qu'ils retravaillent davantage avec eux. Non, on est dans ou alors la démocratie locale, le terrain, les élus de terrain au plus près, et encore une fois associer. C'est sans doute l'idée qui devra ressortir d'une manière ou d'une autre des décisions du chef de l'État, c'est de faire remonter en direct les aspirations du peuple. C'est pas du tout de remettre, encore une fois, des intermédiaires. C'est lui, le peuple, et comment on fait remonter les aspirations en direct du peuple et comment on associe les Français, les citoyens français, encore une fois, aux décisions en direct. Ça ne veut pas dire qu'il soit devenu un adepte du référendum d'initiative citoyenne en permanence, mais de trouver des instances qui permettraient, encore une fois, aux citoyens de s'exprimer sur tous les sujets. Donc, on aurait tort d'imaginer que ça va se traduire par un retour des corps intermédiaires. Je ne crois pas du tout. Ils ne se sont pas aidés eux-mêmes, les corps intermédiaires. Regardez ce qui s'est passé à FO depuis un an ou deux, avec les problèmes de gouvernance, etc. Regardez ce qui se passe à la CGT. CGT qui, aujourd'hui, conteste tout, alors que 95% des accords locaux dans les entreprises sont signés par la CGT, 0 par la centrale. Enfin, je veux dire, les syndicats eux-mêmes ne se sont pas beaucoup aidés dans cette période-là. On ne veut pas dire que le constat soit faux, de même que les partis politiques sont usés jusqu'à la corde, sont totalement discrédités. Donc le constat de départ, qui était le début de la campagne présidentielle de 2017 d'Emmanuel Macron, le constat est toujours juste. Les partis traditionnels de gouvernement, on ne peut pas dire qu'ils aient retrouvé de l'oxygène et un air pur. Hein. Il y a en déliquescence absolue et l'autre en déliquescence pratiquement totale. Donc, je veux dire que le constat reste le même. Donc, du coup, il n'y a pas de raison de changer. C'est le retour à ce qu'il avait imaginé. Et même, à la limite, la crise des Gilets jaunes donne un argument à Emmanuel Macron pour dire, voilà, il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'opposant qui s'est manifesté de façon intelligente pendant la période, il n'y a que le Rassemblement national qui tient, et du côté des organisations syndicales, il n'y a que Laurent Berger, le pauvre, qui crie toujours à une demande d'une conférence sur le pouvoir de vivre, et qui n'entend pas. Donc, au fond, c'est de trouver d'autres formes, encore une fois, de démocratie directe avec les citoyens. Et pas de retour des corps intermédiaires. Moi, j'y crois pas, en tout cas. Bon, autre déclaration remarquée du Premier ministre ce matin, celle concernant, on en a déjà un petit peu parlé, le bonus-malus, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, demandé par les syndicats, mais on le sait, contesté par le patronat. Personne ne nous a proposé à ce stade une meilleure solution que celle du bonus-malus. Donc l'instrument est sur la table et permet de répondre notamment à ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire la nécessaire contrepartie à l'assouplissement que nous avons créé grâce aux ordonnances de 2017. Est-ce que là, c'est pas plus étonnant parce que là, le gouvernement prend le risque de se fâcher avec le patronat, non ? Manifestement, oui. La réaction hostile, c'est celle du patronat. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, est-ce que c'est justement le résultat de cette impasse de l'UNEDIC et une sorte de sanction ? Je ne crois pas tellement à cette hypothèse. Là, les spécialistes nous le diront. Est-ce que c'est une manière d'aller vers une incitation, justement, au travail long ?
y en a-t-il d'autres? Là aussi, j'en sais rien, il faudrait être spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une bonne manière de procéder que de braquer l'un des partenaires sociaux majeurs, qui est quand même le MEDEF. Et c'est vrai que ça paraît contradictoire avec la théorie du ruissellement, avec tout ce qui est l'esprit, le cap de la politique de Macron depuis 2017. Il y a quelque chose là qui fait problème. Est-ce que c'est une manière justement de montrer qu'on infléchit, qu'on veut aussi faire payer les riches, comme le souhaiteraient beaucoup? Non, voilà, il y a tous ces éléments-là, mais je pense que les spécialistes encore vont... Mais il y a un vrai sujet quand même là-dessus, c'est que les entreprises ont fait des propositions qui étaient sans doute pas à la hauteur du problème qui se pose aujourd'hui, parce qu'il se pose quand même un vrai problème. Il faut quand même rappeler que 80% des embauches aujourd'hui, ou près de 80%, se font en CDD de moins d'un mois, et qu'un tiers de ces CDD sont des CDD d'un jour. Et en fait, c'est quoi? Ce sont des emplois déguisés, des CDI déguisés, parce que la plupart du temps, ce sont les mêmes personnes qui sont réembauchées tout le temps. Donc il y a un vrai sujet qui est sur la table. Et ça n'a fait que croître et embellir ces dernières années. Et le patronat ne s'en est pas vraiment emparé. Mais c'est pour lutter contre la précarité, dit le Premier ministre, dit également la ministre du Travail. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu assouplissement des règles du travail qu'il y a justement la précarité? C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, là. Non, c'est parce que le marché du travail évolue et que dans certains secteurs d'activité, ce besoin de contrats courts est très fort. Ça concerne 6-7 secteurs d'activité. Donc la réponse à ces problèmes qui naissent, c'est-à-dire la précarité, le gouvernement la trouve, c'est punitif. On punit, on taxe, on demande de l'argent, c'est-à-dire un prix économique qui est celui d'élever le coût du travail, ou un prix social qui est celui de favoriser le transfert du statut de salarié vers des auto-entrepreneurs, voire le marché noir, le travail noir. Mais la réponse, elle est où? Elle est dans la négociation, dans les branches concernées. Vous savez, il y a quelques jours, je rencontre la directrice des ressources humaines d'un grand groupe de services, qui dit « Moi, j'ai énormément, j'en ai même trop, des CDD de un jour. Et j'ai besoin d'attirer à moi les bons éléments sur un marché qui, effectivement, est composé de personnes de petite qualification. » Eh bien, cette directrice des ressources humaines est en train de bâtir un dispositif qui va améliorer le statut des salariés en question, les transformer, sinon en CDI, en tout cas en contrat à plus longue durée, à l'image de ce qu'il y a une trentaine d'années a fait la profession de l'intérim. C'était une profession où il y avait vraiment des marchands d'esclaves, des marchands d'hommes, des marchands de femmes. C'était vraiment une profession qui a complètement mûri. Aujourd'hui, vous êtes intérimaire, vous cherchez un logement, eh bien la profession a mis en place un dispositif qui vous permet de ne pas être défavorisé par rapport à un CDI. Très belle réalisation. C'est pas de l'argent qui a obligé cette profession à se réformer. C'est le besoin de s'adapter à un marché du travail qui, lui, a besoin d'une main-d'œuvre très réactive. Alors, on va écouter François Bayrou, parce que lui, c'est marrant, il inverse les rôles. Il parle des responsabilités, de la responsabilité des salariés. Il était l'invité de LCI Midi. J'ai un ami qui est un entrepreneur dans le bâtiment, chez nous à Pau, et il m'a dit, écoute, c'est incroyable, cette semaine, j'ai proposé à des garçons 4 CDI, les 4 ont refusé, parce que ils préfèrent des CDD pour pouvoir travailler quelques mois, puis obtenir des droits au chômage et partir se balader. Il soulève un vrai problème ou pas là? Oui, mais parce qu'effectivement, c'est d'où la nécessité de réformer l'assurance chômage et les modalités. Il y a effectivement, dans ces fameux emplois courts, il y a le pendant, c'est-à-dire que vous évoquiez les secteurs qui en ont besoin, mais il y a aussi des secteurs qui se reposent sur le fait qu'il y a l'assurance chômage à côté. Ça coûte extrêmement cher et que voilà, on a en quelque sorte le parachute et on joue à la fois l'emploi du parachute, le parachute. Cela dit, il n'en demeure pas moins que les entreprises ont aussi leur responsabilité dans ce domaine-là parce qu'elles s'en accommodent bien de ce système-là et parfois elles en profitent bien. Ouais, tout le monde en fait s'en accommode. Oui. Quand on suit l'exemple de François Bayrou, là c'est pas l'entreprise qui est responsable, ce sont les gens qui refusent ces CDI. Puis des fois effectivement vous nous avez expliqué que c'était les entreprises qui trouvaient leur compte à proposer ce type de contrat. Et, ça va être compliqué de mettre tout le monde d'accord. Non ? Oui, ça va être compliqué, confirme. Mais cela dit, ce que je remarque, c'est que les entreprises n'ont pas réussi, le MEDEF, les représentants patronaux n'ont pas réussi à résoudre la question. Et c'était quand même sur la table, quoi. Et quand le Premier ministre dit le bonus-malus est sur la table, on ne m'a rien proposé d'autre d'intéressant,
il n'a pas tout à fait tort, mais ça veut dire que ça va être le bonus-malus. Et qu'on va effectivement passer par un système de sanctions, punitions pour les mauvais élèves, petit bonus pour les bons élèves. Donc c'est pas forcément le meilleur système. Alors dans ce contexte, et pour terminer, on va s'interroger, je vous demanderai de répondre rapidement, est-ce que Emmanuel Macron peut continuer à dire ceci? France is back. France is back at the core of Europe. Choose France. Choisir la France comme une destination pour produire. Choisir la France. Choose France. Choose France. I mean, France is back. France is back and you could choose France. Bon, alors on a remonté un petit peu le temps, ça tient toujours? Bon, qu'est-ce qu'il y a comme message qui va dans ce sens-là? C'est l'IFI, on ne touche pas à l'ISF, c'est clairement destiné à ce public-là, qui est le public des investisseurs étrangers. Et deuxièmement, je pense que ça va être la sortie du grand débat national. C'est la façon dont... bonus-malus, on oublie. Voilà, la façon dont on sort de cette crise. Ça, c'est une série de déclarations flamboyantes et bien utiles. Notre pays est encore au monde la 7e puissance économique. Elle était l'an dernier la 6e puissance économique. Elle était dépassée par l'Inde. Il n'y a rien de choquant à ce qu'un pays de 68 millions soit dépassé par un pays de 1,3 milliard d'habitants. Il y a quelques années, on était la 5e. Hein. Et nous étions la 5e, la Grande-Bretagne nous est passée devant, etc., etc. Dans 15 ans, combien serons-nous, à quel rang serons-nous? Nous pouvons rester dans les 10 premiers si nous savons, avec nos partenaires européens, constituer un bloc attractif. Et la France, dans ce bloc européen, est particulièrement attractive. Stabilité des institutions, productivité horaire, cadre de vie, enfin, quantité d'atouts. C'est ce que le président de la République a en tête. Et sa vision européenne des choses nous permet de comprendre que les réformes en France sont nécessaires. Ce qu'il ne comprend pas, lui, c'est qu'il faut qu'elles soient faites avec les acteurs et pas au-dessus d'eux. Et on verra voilà, ce qui se passe mot dans de les la prochains Yellow mois. Submarine pour l'instant. Bon, si on termine avec les Beatles, c'est pas mal. Merci beaucoup. Restez avec nous, le grand décryptage continue. On va se demander si le contexte politique actuel est plus violent qu'auparavant. On partira pour en parler du livre de François Ruffin qui vient de sortir. À tout de suite.